Voilà, ici, dans ce diapo, nous avons la présentation du programme de ces thèmes que je vais traiter aujourd'hui, Histoire de la culture aztèque au Mexique. C'est le premier nom de cette peuplade aztèque et Mexique, c'est le deuxième nom. Je vais traiter les origines des Aztèques, la fondation de la ville de Mexico Tenochtitlan, une grande capitale très puissante à l'époque de cette culture, de l'époque post-classique. Je vais parler de l'architecture, je vais parler de l'organisation politique et sociale, la guerre, les guerriers et l'empire des Mexicas. Comme je viens de dire, Mexica, c'est le deuxième nom de cette peuplade. La religion, les cérémonies et les sacrifices. On parle de sacrifices d'animaux et d'êtres humains. L'économie, la vie quotidienne, l'astronomie et les calendriers, les arts et la chute de l'Empire. Une civilisation qui a duré pratiquement 2 siècles, qui est arrivée à avoir une puissance dans l'histoire du Mexique ancestral. Les origines des Aztèques, Aztlán, une migration qui commence à partir de 1115 de notre ère. Aztlán, c'est un nom dans la langue aztèque, nahuatl, que ce groupe nomade parlait, et encore aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de Mexicains actuels qui parlent la même langue, considérés comme descendants des Aztèques. Aztlán, ça veut dire les lieux des hérons blancs, les lieux de blancheur. C'est un lieu mythique, inconnu. Les archéologues mexicains et étrangers ont essayé de trouver ces lieux mythiques, peut-être au nord-centre, au nord-ouest du territoire mexicain, mais on ne les connaît pas. Dans ce diapo, avec 4 photos, nous voyons ici, sur la gauche, une carte géographique de ces circuits, ces pas qui sont suivis selon la mythologie, parce que c'est un groupe de personnes migratoires, nomades, avaient accepté l'idée que leur dieu tribal protecteur, dieu de la guerre, Huitzilopochtli, avait dit de quitter le lieu d'origine pour aller loin, mais très loin, pour chercher les lieux promis, où il devait voir un lieu rempli de montagnes, avec un lac, avec un aigle, avec un symbole du feu associé avec le soleil. Ces dieux avaient transmis, selon la mythologie initiale, qu'ils devraient devenir les fils du soleil, les héritiers de la civilisation, pour avoir une force et une puissance. Ils ont marché pendant 210 ans, plus de 2 siècles. Ils se sont arrêtés dans différentes régions montagneuses. Heureusement qu'ils étaient de très bons chasseurs. La nourriture ne manquait pas. La chasse, la pêche et la récolte. Mais ils devaient trouver les lieux promis selon la tradition. Les dessins sur la droite, il y a un aigle posé sur une figue de barbarie, un cactus, avec 4 quartiers représentant le début de la fondation de leur ville dans l'année 1325 de notre ère, c'est-à-dire la vallée de Mexico. Mais ce groupe de nomades, les Aztèques, représentant ici leurs lieux mythiques inconnus à gauche, et ils ont navigué, ils ont passé par différents endroits, et ils arrivent à la vallée de Mexico pour s'installer. Ils se sont rendus compte que la vallée de Mexico était déjà occupée par beaucoup de groupes. Ici, je présente la ville de Mexico. Ils ont commencé sans rien, mais ils sont arrivés à s'organiser d'une manière extraordinaire. Vous voyez ici, dans une grande vallée située à 2240 mètres d'altitude, entourée la vallée par des montagnes et par des volcans qui s'élèvent à plus de 5000 mètres de haut avec la neige éternelle, comme le volcan Iztaccíhuatl, qu'on appelle la femme couchée endormie,
On voit la tête, on voit le sang et le ventre, on voit les jambes et les pieds. Et on voit le volcan Popocatépetl, actif, encore actif. On voit les noms des différents lacs dans une superficie de 8000 km², 400 km de longueur du nord au sud, avec pratiquement une quarantaine de kilomètres de largeur de l'est à l'ouest, où les Aztèques ont commencé sans rien. Ils ont trouvé un îlot au milieu, mais quand ils sont arrivés dans l'année de 1325, ils se sont installés au milieu. Mais ce n'était pas facile pour eux, parce que les autres groupes qui étaient déjà installés au bord du lac, qui étaient beaucoup de peuplades, beaucoup de groupes émigrants, des groupes qui venaient du nord-centre du pays, qui parlaient la même langue, nahuatl, appelé aussi nahuas, ou chichimeque, tous parlaient la même langue, heureusement. Ils se sont installés au bord du lac, autour du lac, pour commencer à s'organiser et développer leur propre culture. Et les derniers groupes émigrants, originaires d'un lieu mythique, perdu, inconnu, qui est arrivé à contrôler le reste des groupes de la vallée de Mexico. Ils ont construit leur ville, utilisant le système de jardins flottants. Et au centre de la ville, ils sont arrivés à construire des bâtiments très importants dédiés à leur divinité principale, comme la divinité de la guerre, Huitzilopochtli, le dieu tribal, représenté par un colibri. Les colibris étaient le symbole du soleil. De petits oiseaux minuscules. Ils ont porté une statuette de Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, sur les dos de tous les participants. 210 années de promenade, de recherche pour trouver les lieux sacrés. Et le dieu de la pluie, la divinité de l'agriculture associée avec la terre. Le temple de Tezcatlipoca associé avec la planète Vénus, qui brille tout le temps à l'est, qui brille tout le temps à l'ouest, représentant des bâtiments sacrés. Ça, c'est le centre religieux, le cœur de la ville ancienne. Le temple du vent, en forme circulaire que vous voyez là. L'université, appelée les Calmecas, où les nobles avaient l'habitude d'assister pour prendre des cours d'architecture, de mathématiques, d'astronomie, d'astrologie, de médecine naturelle, etc. Les cours de jeu de la balle, parce qu'ils pratiquaient le jeu de la balle associé avec le culte du soleil, avec des sacrifices, d'où ils venaient à se remarquer par les autres groupes, parce qu'ils sont devenus très belliqueux. Il est très sanguinaire, très violent. Ils sont arrivés à conquérir, on peut dire, 550 000 km². On peut dire le territoire de la France, dominé par les Aztèques. Ils sont arrivés à conquérir des groupes jusqu'à l'Amérique centrale. D'où ils concentraient ici dans ces bâtiments appelés Zompantli, les crânes des gens décapités, sacrifiés pendant les cérémonies, les gens capturés dans la guerre, où ils collectionnaient cette tête, ils perforaient les crânes, hein, ici, pour eux. Le temple qui se trouve ici, c'est le temple du soleil. C'est une maquette du Musée national d'anthropologie, où j'ai travaillé 8 ans, qui montre le centre religieux de la civilisation aztèque, le cœur de la ville de Mexico Tenochtitlan, aujourd'hui la capitale de Mexico, de mon pays d'origine. Ici, les ruines. Les sites archéologiques restaurés par les archéologues du Musée national d'anthropologie et l'Institut national d'anthropologie à Mexico. On voit ici des cavités rondes associées avec le vent, les différentes étapes de construction. On voit des édifices coloniaux, des églises, des palais de l'aristocratie espagnole qui occupaient le Mexique pendant le 16e, 17e, 18e siècle, de 1521 jusqu'en 1821, pendant 3 siècles, comme vous voyez là. Les différentes marches qui représentent les différentes étapes de construction, parce que les Aztèques avaient l'habitude de construire une pyramide sur la dernière pyramide.
chaque période de 52 ans grâce à l'observation des étoiles, les constellations appelées les Pléiades, en langue nahuatl, Mamahuastli. Dans la nuit, à la hauteur de la position du zénith dans la journée, dans la nuit, il observait ces étoiles, il calculait les 52 ans et il construisait une nouvelle étape, c'est-à-dire une pyramide sur l'ancienne pyramide des bâtiments superposés, toujours avec le corps ondulant de serpent à sonnette, parce que le serpent à sonnette était très apprécié, associé avec la terre, l'agriculture. Ils ont construit aussi un marché important au nord de la ville. La ville était divisée en 5 quartiers, 4 au centre et un quartier d'activité économique au nord de la ville. C'est pour cela qu'on a des bâtiments autour de ce site archéologique modernes et coloniaux de l'époque de l'occupation espagnole. L'organisation politique et sociale des Mexicas, on l'appelle Mexicas parce que c'est la ville de Mexico, Mexicas, d'où nous savons l'habitude de nous appeler nous-mêmes comme Mexicanos, Mexicanos. La société était composée, bien évidemment, par les Macehualtines, les agriculteurs, les artisans, et après un groupe de commerçants et les Pochtecas, hein, qui étaient les commerçants qui voyageaient au nord, sud-est, l'ouest du territoire de l'Empire aztèque pour aller récupérer les tribus payées par les autres groupes soumis après la conquête et l'expansion de la puissance et l'apothéose des Aztèques. Et la haute élite, hein, avec ces commerçants qui contrôlaient tout et qui utilisaient la fève de cacao comme monnaie pour donner les valeurs à tous ces produits de la marchandise dans les commerces, et les tlacuilos, on parle des écrivains érudits, les scribes, on a des exemples de ces gens très cultivés, et les huaytlatoani qui étaient au pouvoir. On utilise ici les dessins d'une pyramide égyptienne, mais les dessins d'une pyramide aztèque ou maya pour comprendre mieux la distribution de tous ces niveaux sociaux de la culture des Aztèques. Les territoires conquis par les Aztèques, au début, qu'ils n'avaient rien, bien qu'ils étaient ils sont expulsés par les groupes qui étaient déjà installés au bord du lac de la vallée de Mexico entre le XIIe et le IIIe siècle, hein, et qui avaient la même langue, n'acceptent pas l'arrivée d'un dernier groupe. Ils sont réfugiés dans différents endroits et les autres les installaient dans des endroits où il y avait des serpents. Et les Aztèques, qui étaient de très bons chasseurs de serpents, ils ont pu survivre et ils sont arrivés à créer leur ville et après avoir une puissance militaire. Des guerriers aigles, des guerriers jaguars principalement. Il y avait des guerriers coyotes, lapins, crocodiles, cerfs, etc. Mais les principaux étaient guerriers aigles, guerriers jaguars. Et ici, dans cette carte, je montre l'expansion du territoire de l'Empire aztèque et tous les produits qu'il obtenait de partout pour satisfaire les besoins des 250 000 habitants de la ville de Mexico-Tenochtitlan. Plus les peuplades, qui étaient des groupes qui étaient installés au bord du lac. Ils sont arrivés à dominer presque tout l'ancien territoire de la Mésoamérique, y compris une partie de la région maya. Ils ont voyagé beaucoup, ils se sont installés partout, ils ont laissé leurs arsenaux, leurs lieux de contrôle militaire partout. Et pour s'approcher de la ville de Mexico, ce n'était pas facile. C'était l'État, l'Empire aztèque qui autorisait à tous ces voyageurs, toutes ces personnes qui voulaient aller à la ville des jardins flottants. La guerre, les guerriers, l'Empire. Grâce à l'archéologie, on a pu récupérer des sculptures en argile de
guerrier aigle. L'aigle était associé avec le soleil comme un oiseau sacré. Avec ses pattes, avec ses griffes, avec cette élégance que cette sculpture ont été faites par l'artiste, l'expression, les talents des artistes aztèques avec des stucs récupérés par les archéologues dans le centre de la ville. Ici, nous avons des hauts et bas reliefs de la présence des militaires aztèques avec leurs boucliers, leurs lances, leurs macanas, une espèce de batte en bois, en cyprès ou en caillou ou au cèdre, avec des canifs, des coteaux, en obsidienne, très coupante, une pierre volcanique. Hein. Tous ces reliefs associés avec l'organisation militaire, les arcs, les flèches, la fronde, etc., les serpents à sonnette, le Quetzalcoatl, associé avec le culte ancestral, les sculptures avec le visage d'un guerrier, ils étaient des tailles petites, 1,60 m en moyenne pour les hommes, 1,42-1,48 m pour les femmes, taille petite. Et on voit ici le relief de la soumission et le contrôle des Aztèques parce que c'était la guerre. Pour eux, c'était important de pratiquer la guerre. On voit un guerrier aztèque qui est en train de prendre les cheveux d'un ennemi pour les soumettre, pour les forcer à payer les tributs. Il y a des sculptures en argile, en pierre, avec la représentation des guerriers de différentes tailles, soit en argile, soit en pierre, et les hauts reliefs. Les Aztèques se caractérisaient par l'art monumental. Par exemple, en particulier, cet énorme monolithe qui pèse 8 tonnes en pierre basaltique, avec un disque solaire. Il mettait les offrandes et le cœur des victimes et le sang des victimes. C'est un monolithe, un disque solaire utilisé par les Aztèques pour pratiquer les sacrifices gladiateurs. Les sacrifices gladiateurs se pratiquaient de cette façon. Il y avait 6 guerriers aztèques qui se battaient avec un guerrier d'un groupe ennemi, capturé. Mais l'ennemi était attaché d'un pied avec une corde. Les cordes étaient fabriquées avec les fibres de sisal de la famille d'agave. Les armes de l'ennemi étaient très simples. Tous mouraient, ce n'était pas facile. Un homme d'un groupe ennemi à proximité de la vallée de Mexico, Tlaxcala, Tlahuicoli, a pu massacrer les 6 guerriers aztèques. Et les guerriers ennemis qui passaient cette preuve devenaient très importants dans l'armée des Aztèques, comme en général. Malheureusement, Tlahuicoli, qui détestait les impositions d'un régime militariste des Aztèques, il a décidé de se suicider à la fin de la pratique de ce sacrifice gladiateur. Et les Aztèques avaient l'habitude d'enregistrer tous les groupes dominés, soumis par les Aztèques, qui devaient payer les impôts, les tributs. Les Aztèques dépendaient d'une organisation sociale et militaire très importante. Ils ont marqué partout l'importance de la guerre, le fils du soleil. Ils avaient une préoccupation parce qu'ils savaient que le soleil se cachait à l'ouest et que le soleil se battait dans la nuit contre les divinités méchantes, nocturnes. Et le soleil devrait apparaître à l'est pour renaître avec les offrandes des sacrifices d'animaux et des sacrifices humains. Et les saints, parce qu'ils pensaient depuis longtemps qu'ils devaient nourrir le soleil pour le maintenir en mouvement, l'étoile plus brillante de l'univers. D'où ils avaient besoin de pratiquer les sacrifices humains tous les jours. De cette façon, c'est un peuple vraiment sanguinaire, on le sait. Et ce peuple nous a laissé beaucoup de traditions. La guerre,
les guerriers, l'Empire. Voilà un dessin du côté gauche, il y a un signal de concert, avec ces armes. Et les Grecs associés avec les mouvements Olin, les mouvements et la force cosmique de l'étoile plus brillante, puissante de l'univers, que c'est le Soleil. Les boucliers étaient décorés comme ça. Le bois, ils connaissaient les métaux, mais ils n'utilisaient pas les métaux. Les métaux étaient utilisés autrement. Après, je vais vous expliquer comment. D'autres monolithes aussi sont taillés d'une manière extraordinaire avec les conquêtes et les guerres. Et cette ouverture qui était utilisée pour laisser écouler le sang, et les Espagnols voulaient les mutiler et détruire ces monolithes associés avec le culte du diable pendant la conquête et après la conquête. Et nous avons ici pas mal de dessins obtenus des codex, l'écriture hiéroglyphique des Aztèques, l'écorce d'arbre, de la variété d'arbres qu'on appelle amatl, la famille d'acacia, plantée encore aujourd'hui aux alentours de la ville de Mexico, est utilisée par les Aztèques, par les artistes, par les artisans. Ils coupaient l'écorce d'arbre, amatl de cet arbre acacia, pour faire des écritures. Avec des pierres, ils sont arrivés à expulser l'eau, l'humidité de cette écorce d'arbre qui était mis au soleil pour les laisser sécher et pouvoir les plier en forme d'accordion. Ou les tlacuilos, les écrivains, notaient pas mal de choses. Et tous ces dessins que vous voyez là proviennent des codex. Ici, dans la Bibliothèque nationale François Ier à Paris, la bibliothèque unique de l'Assemblée nationale, la bibliothèque de François Mitterrand, possède des documents de nos ancêtres aztèques. On a trop peu. Les écritures sont faites avant la conquête, pendant la conquête et après la conquête. C'est pour cela qu'on voit des écritures en espagnol, l'interprétation des Espagnols. On voit tout le temps l'agressivité. On voit l'armée aztèque. On voit l'organisation militaire qu'ils avaient. Et la soumission, l'arme, la macana, qu'on l'appelle comme ça, ce sont des représentations des canifs, des lames en obsidienne. Voilà l'ennemi des Aztèques et le guerrier aigle. Et on le voit ici, le guerrier à gauche, ici, le guerrier aigle, le guerrier jaguar, et faisant des révérences associées avec le rite, avec le soleil. Ce sont des petits dessins qui proviennent de différents écritures géographiques. La plupart de ces écritures sont brûlées par les Espagnols parce qu'ils considéraient les évangélisateurs franciscains espagnols qui ont dit que nos ancêtres gardaient la connaissance d'une religion païenne diabolique qui devrait disparaître. Ils ont effacé l'histoire de notre pays, mais ces premiers missionnaires qui ont converti nos ancêtres à la nouvelle religion, après ils commençaient à raconter l'histoire. Mais c'était trop tard parce qu'ils avaient brûlé les écritures hiéroglyphiques. Les sculptures monolithiques, énormes, très lourdes en pierre basaltique, la taille de la pierre avec la technique de la percussion, les marteaux, les poinçons, les abrasifs, les sables qui sont utilisés pour élaborer la pierre d'une manière extraordinaire, en particulier. Ce sont des représentations associées avec l'observation des phénomènes du microcosmos et macrocosmos. Ces monolithes à gauche qui pèsent 30 tonnes, exposés dans le Musée national d'anthropologie à Mexico, représentent la mère Terre, la mère de Dieu comme il visualisait, représentée par une sculpture en pierre basaltique composée par sa tête divisée avec deux têtes de serpent. Si vous la voyez de face, on voit la langue bifide du reptile. Et si vous le voyez du côté droite-gauche, d'ici vers la droite, il y a une tête
Il a une autre tête ici. Ses bras composés par des 7. On parle de le serpent assommé. Et on voit les bras, des mains et des hommes, comme vous voyez là. Symbole de l'union, symbole de la fertilité. On voit les crânes au milieu, décharnés, symbole de la vie et la mort. Sa jupe en forme de serpent à sonnette et ses pieds en forme de griffe d'un aigle et un serpent ici. C'est la déesse des dieux, Coatlicue. Ce monolithe était au sommet d'une colline au nord de la ville de Mexico, enterré par les Espagnols après la conquête, récupéré en 1790 dans le centre de la ville. Et l'autre qui se trouve à droite aussi en pierre basaltique, qui est moins lourd, il pèse à peine 18 tonnes. Alors, en pierre basaltique, représente un serpent. Chucoatl, on l'appelle le serpent à feu, parce qu'il pensait qu'une énergie cosmique accompagnait le Soleil dans son voyage dans le firmament, quand depuis la Terre, il ne voyait pas le Soleil briller. Parce que c'était grâce à cette observation naturelle du cosmos, rotation et translation de la Terre. Il croyait que le Soleil était accompagné par une énergie puissante. C'est les guides, on peut dire, du Soleil, représentés de cette façon comme il voyait. La Lune qu'il voyait ici, un monolithe récupéré dans les années 80, dans le centre de la ville de Mexico, qui pèse 8 tonnes, de la Lune. Démembré, décapité par son frère, la guerre, selon la mythologie Huitzilopochtli, parce que la légende raconte que Coatlicue, la terre, ce monolithe avec beaucoup de serpents, était tombé enceinte avec des plumes que le Dieu de l'univers avait envoyées sur la terre. Et cet enfant, futur enfant, Dieu de la guerre, devait naître pour sauver l'humanité du 5e soleil dans la cosmogonie et les croyances des Aztèques. Les 400 étoiles, Sensohuiznahua, les frères de la Lune, se gênaient. Ils étaient vexés d'avoir compris que leur mère était enceinte et ils voulaient détruire l'enfant et ils décapitent la mère. Et en fait, cette mythologie que les Aztèques nous racontaient avec l'art en pierre basaltique était associée avec les lunations, avec le mouvement des astres. C'est ça qu'ils voulaient dire, qu'à travers une mythologie qu'ils avaient créée, inventée, ils nous racontaient leur sagesse, leur connaissance des astres, l'observation des constellations. Ils pensaient que le Dieu de la guerre, Huitzilopochtli, avait démembré et décapité sa sœur, la Lune, associée avec les lunations, en fait. C'est ça. La dalle énorme, qui pèse à peine 3 tonnes et demie, sur la droite, polychrome, et les monstres de la Terre, Tlaltecuhtli. C'est un personnage monstrueux avec des griffes qui dévore tout ce qui périt. Tous les gens qui mouraient de différentes façons, par la mort naturelle, la mort provoquée par des sacrifices, au noyé, se décomposaient. Et cette terre était nourrie par cette décomposition. Et la décomposition du corps humain après la mort était très appréciée par les anciens Mexicains et les Aztèques et d'autres. Et c'est ça. C'est un monolithe en basalte, très important, très impressionnant, récupéré dans le centre de la ville de Mexico. Les divinités étaient nombreuses, comme Xilonen,
la divinité du maïs, Quauchicali, avec le jaguar, avec une perforation sur le dos, où les Aztèques avaient l'habitude de mettre le cœur et les offrandes. On sait très bien qu'ils pratiquaient l'anthropophagie et ils mangeaient la chair de l'être humain, pas tout le temps drogué, stimulé avec la consommation de peyote, de cactus, hein, de drogues, de plantes, etc. Mais ils les voyaient comme ça. Ils pensaient, la terre nous mange. Pourquoi on ne doit pas manger à mon frère, à mon cousin, à mon ennemi? Il pensait qu'il allait partir au paradis de toute façon, mais il était toujours accompagné par une divinité qui était la divinité des fleurs, Xochipilli. Un petit peu impressionnante, parce qu'elle est assise dans cette position, l'obsidienne et jadéite, pierre précieuse associée avec la fertilité, qui décorait les yeux. Et son trône décoré avec des reliefs, avec des champignons hallucinogènes, la divinité des fleurs, Xochipilli. Je t'écoute, le dieu de feu, parce que le feu était très important, associé avec le marbre des volcans, d'où les Aztèques avaient l'habitude de réaliser des cérémonies au sommet, près du volcan Popocatépetl, parce qu'ils pensaient que le volcan était une manifestation de la force divine et la puissance du soleil. La mort, Mictlantecutli, ils pensaient que tous allaient mourir. Périr, pour eux, c'était normal. Ils étaient à l'avance. Pourquoi pas mourir et pas aller à la fin de la vie comme les autres? Il n'était pas incorrect de sacrifier un enfant pour alimenter le soleil et nourrir le soleil et le maintenir en mouvement. Parce que grâce au soleil, il disait, il nous donne la vie et il faut mourir pour lui, pour le soleil. Et le dieu de la mort, Mictlantecutli, comme on voit les sculptures ici, assis en attendant toutes les victimes pour aller au-delà. Chacmol, une sculpture qui était utilisée pour replacer les corps de la victime couchés là. 4 hommes tenaient les pieds et les bras et les enquêmes avec les couteaux en obsidienne pour extraire le cœur et réaliser les sacrifices humains. Chilonen, c'est le même, le maïs, parce qu'il fallait se nourrir. La base de la nourriture, le maïs, et Mictlantecutli, une autre représentation sur la droite, comme vous voyez là. Les divinités étaient nombreuses, comme Huehueteo, la divinité de ancien, le feu, très âgé, et Hecate, le vent, et Hecate Quetzalcoatl, associé avec la planète Vénus, l'étoile du Berger, qui brille à l'est, à l'ouest. Chicomecoatl, associé avec les femmes enceintes, qui protégeaient les femmes enceintes. Xolotl, associé avec la disparition de la planète Vénus à l'est ou à l'ouest, c'est-à-dire l'étoile du Berger. Des fois on la voit, des fois on ne la voit pas, parce que ce sont les deux divinités, Hecate Quetzalcoatl et Xolotl, qui s'est transformé et qui est déplacé l'étoile, la Huixcalpantecutli, aussi associée avec cette disparition et apparition de l'étoile du Berger, Mictlantecutli. Les différentes sculptures, comme ils sont arrivés à les représenter. Chalchihuitlicue était l'épouse, la femme de Tlaloc, la divinité de la pluie, parce que toutes les divinités étaient duales. La dualité existait partout. Les hauts, les bas, le jour, la nuit, le soleil, la lune, la vie et la mort. D'où ils sont dit, quand il y a quelqu'un qui est né, il y a quelqu'un qui est mort. Quand il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est né. La vie et la mort étaient la même chose. La vie est la première phase de l'existence, la mort est la suite. Les Iwateteot, les femmes mortes. Vous savez que les femmes qui mouraient pendant la période de gestation ou pendant l'accouchement, ou les femmes qui étaient sacrifiées volontairement, il y a des femmes qui acceptaient de s'offrir par eux-mêmes pour être sacrifiées.
étaient considérées comme les protectrices du soleil. Elle protégeait, elle accompagnait le soleil pendant la journée, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Avec l'aide du colibri le matin, l'aigle à midi et le hara rouge ou hara vert, avec ses plumes colorées. Des fois, quand le soleil se couche, on voit le blanc des nuages, on voit le bleu du soleil, on voit le rouge, le ocre qui apparaît, associé avec le hara rouge, hara vert, comme il le voyait de cette façon. Et cette femme accompagnait le soleil. Le sculpteur a pu représenter de cette manière extraordinaire le visage d'une femme décharnée, morte, et aussi, vous savez, que les guerriers qui mouraient en bataille pendant la guerre étaient considérés comme les fils du soleil. Mais immédiatement, la femme qui courait derrière le mari en pleine bataille devait récupérer immédiatement le corps de son mari pour faire une cérémonie tout de suite pour éviter que les divinités méchantes dévoraient tout de suite l'âme du mari qui devait partir au soleil. Mais des fois, cette femme risquait leur vie. Il se faisait avoir agressé par les ennemis. Et ces femmes qui mouraient en bataille, de cette façon, étaient considérées comme les protectrices du soleil. Et on les appelait les Cihuateteot. Mictlantecutli, les dieux de la mort des Mexicas. Plusieurs manifestations, plusieurs formes d'expression, comme vous le voyez, dans le codex. Et vous savez que c'est la divinité d'où nous, aujourd'hui, les Mexicains, nous fêtons les 31 octobre, 1er et 2 novembre, nos fêtes de jour des morts. Et nous pensons encore aujourd'hui, dans cette époque, les âmes, l'esprit de nos morts viennent nous visiter à la maison, d'où nous avons besoin de préparer une offrande. Aujourd'hui, nos traditions mexicaines sont liées avec nos traditions ancestrales parce que nos ancêtres pratiquaient les cultes à la mort. Voilà. Et la divinité de la mort se nourrissait avec toutes les offrandes du corps. Mais Mictlantecutli était en concurrence avec Tlaltecutli, les monstres de la terre. Il avait des gens qui mouraient, qui partaient au paradis de la mort de Mictlantecutli. Il y avait des gens qui partaient après la mort vers le paradis de la divinité de la pluie, Tlaloc. Il y avait des gens qui partaient après la mort au paradis du soleil. Il y avait 3 paradis pour se reposer pendant 4 ans. Après ces 4 ans, accompagnant cette divinité, Mictlantecutli, la divinité de la mort, Tonatiuh, la divinité du soleil, et Tlaloc, la divinité de la pluie, il pensait qu'il pouvait revenir au monde pas comme un être humain. Il ne réincarnait pas. Il se transformait dans tout type de matière de la terre, mais pas comme un être humain, comme un animal, une plante, une fleur, etc. D'où la philosophie était née en disant « je mange mes ancêtres, il faut que je fasse quelque chose pour mes ancêtres. Si mes ancêtres sont morts, je dois mourir pour continuer et maintenir ce cycle de vie et mort. » Et regardez, dans l'histoire de l'art, la qualité, la variété, les différents styles, la forme d'expression, la polychromie, et tout associé à la mort. Et la mort était très important comme concept religieux philosophique pratiqué par tous. Tlaloc, le dieu de la divinité de la pluie, des Mexicas. Regardez la quantité importante de formes. Tlaloc, caractérisé par ses lunettes qui décoraient, qui protégeaient ses yeux, avec un nez long. Des fois, un récipient, une marmite, en argile polychromée, ou en argile avec des personnages assis ou accroupis. Dans les codex, l'écriture hiéroglyphique, regardez, toujours ces lunettes avec le nom très long.
ici, urnes funéraires, masques, comme vous voyez là, décoration des bâtiments, de l'architecture, soit en pierre, soit en basalte, ou des fois en jade, en argile, etc., comme vous voyez là. Et nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer le sacrifice humain aussi pour Tlaloc. Surtout dans la période de sécheresse, quand les champs étaient secs, il n'y avait rien. Heureusement qu'ils gardaient la réserve de la nourriture. Mais ils faisaient des appels. Ils devaient sacrifier quelqu'un, des animaux, y compris des enfants, pour faire l'appel et avoir beaucoup de pluie pour arroser les champs du maïs. Huitzilopochtli, le dieu de la guerre au centre, que vous voyez là, dans ces diapos, entouré par une quantité importante de divinités. Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup d'écritures hiéroglyphiques au Vatican, en Italie, aussi en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada. Il y a des écritures hiéroglyphiques qui sont passées à travers du temps à la vente et les originaux sont là. Au Mexique, on a quelques originaux et beaucoup de reproductions. Et regardez la quantité importante de divinités. Tous ces dessins colorés que vous voyez là existent dans les écritures. Comme je viens de dire tout à l'heure, ce sont des documents en cause d'arbres pliés en forme d'accordion. Aujourd'hui, les épigraphistes, les archéologues, les ethnologues, les historiens peuvent interpréter la signification de tous ces messages, de ces figurines qui nous ont laissées nos ancêtres, les Aztèques. Les sacrifices humains étaient pratiqués de différentes formes. Les sacrifices gladiatoires, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, les ennemis entourés par les guerriers aztèques. Et la façon de sacrifier le personnage, drogué bien évidemment, il laissait tomber le corps sur les marches de la pyramide, quelqu'un récupérait le corps, il partageait, il coupait la tête, il démembrait le corps, mais c'était une façon de le faire. C'était philosophique, c'est un besoin, c'est sanguinaire, c'est violent, c'est inhumain, mais il ne le voyait pas comme ça, il le voyait comme un besoin. Il se préoccupait beaucoup quand l'enterrement était arrivé, quand un cyclone s'approchait des côtes, ils avaient peur. Ils disaient, la divinité réagit contre nous. Il faut calmer la divinité. La divinité nous demande de faire quelque chose pour maintenir cet équilibre et c'est possible. L'éruption des volcans, tout ça, ils sont enregistrés, tous ces phénomènes. La punition était terrible pour les gens qui ne respectaient pas la loi. Par exemple, c'était une autre façon de sacrifier les individus, comme vous le voyez ici. Le viol, le vol étaient punis. Les gens étaient attachés de cette façon. Et les guerriers, avec des flèches ou des lances ou des couteaux en obsidienne, lancés sur le corps de cet homme qui avait violé la loi. Il était destiné à mourir. Mais c'était une autre façon de pratiquer les sacrifices humains. Comme vous voyez là, tous les exemples très clairs dans les écritures hiéroglyphiques, et tout associé avec le culte du soleil. Et ici, on voit Mictlantecutli qui est en train de manger le corps d'un individu, avec la présence de les Ibu, la divinité méchante nocturne. Et c'était Mictlantecutli qui était en premier. C'était le but pour les croyances, comme vous voyez là. Les remerciements à la nature. C'est-à-dire que le sacrifice humain pour ces peuplades, en particulier les Aztèques, était très normal. Il y avait d'autres groupes sur le territoire de la Mésoamérique, les plus violents, les plus organisés étaient les Aztèques. Les écritures hiéroglyphiques nous montrent clairement les codex, appelés comme ça par les chercheurs, nous montrent les crânes accumulés, montrés sur le soubassement d'un bâtiment. Ils perforaient les crânes au niveau de temples placés
morceaux de bois pour les exposer et les voir. Et décorer de cette façon avec des pierres hématites, ou pyrites obsidiennes et des coquillages avec un couteau de silex. Hein. Et le mur de l'architecture de la ville des Aztèques était décoré avec beaucoup de crânes stuqués et polychromés. Voilà une photo du moment de la découverte des crânes humains des sacrifiés aztèques ou des ennemis dans le centre de la ville, dans les rues, hein, que vous voyez là, ici, Zompantli. Et les Espagnols, quand ils ont vu ces bâtiments remplis de crânes humains, les Espagnols se sont effrayés, ils avaient peur de ça, et ils ont associé tout avec le culte du diable, mais non, ils n'ont rien compris pourquoi les Aztèques faisaient ça, pourquoi ils pratiquaient. Au nord de la ville de Mexico-Tenochtitlan, ils avaient un grand marché où il y avait plus de 10 000 personnes qui se réunissaient, qui arrivaient au marché pour troquer des produits, utilisant le fève de cacao comme monnaie, pour troquer les échanges de produits. Au Musée national d'anthropologie, on a une maquette avec des sculptures en miniature qui présentent la visite de Huaytlatoani, le grand chef de l'État militaire aztèque, et le juge qui était assis au fond, qui réglait tous ces problèmes. Il vendait de tout, légumes, fruits, une variété riche de cactus, de figues de Barbarie, hein, chico zapote, hein, la papaye, etc. Une quantité importante de serpents, variétés de serpents, parce qu'ils se considèrent riches en protéines, par ailleurs. Encore aujourd'hui, le serpent est consommé. Une présentation de Mexico-Tenochtitlan par l'artiste Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo, en peinture à la fresque qui décore l'intérieur du Palais national à Mexico. Et l'artiste Diego Rivera a pu représenter le beau paysage de la ville de Mexico avec l'ambiance du marché où tout type de produits était possible d'acheter, qui venaient du nord, sud-est, l'ouest du territoire de la Mésoamérique, et l'ambiance du marché à cette époque-là, hein, qui nous donne une idée. Ce sont des statuettes réalisées par les experts, les potiers, les artistes mexicains qui ont suivi les conseils des chercheurs pour représenter la réalité, hein, de l'ambiance d'un marché à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a des bâtiments modernes. Hein, voilà, Tlatelolco, c'était les marchés, hein, une partie de l'économie de Mexicas. L'économie de Mexico-Tenochtitlan, Xochimilco, encore aujourd'hui, nous avons une partie des jardins flottants. Ils sont utilisés des canaux, des pirogues, pour naviguer à travers ces canaux. Le lac était composé par l'eau salée et l'eau douce. Ils ont construit un grand mur pour diviser la ville et pour profiter et utiliser le maximum de l'eau potable, l'eau douce. Et ils ont construit les jardins flottants. En fait, ils ont fait une structure en bois, comme vous voyez là, avec des troncs d'arbres obtenus de la forêt de conifères, le pin, les sapins, les cèdres des montagnes de la vallée de Mexico. Et au fur et à mesure, il plaît sur le bois, tout attaché, lié avec des cordes, avec des racines et très résistantes pour compacter cette plateforme flottante, les jardins flottants. Et avec des pierres lourdes, hein, basaltiques, il faisait enfoncer cette première couche, il plaçait une deuxième couche, une troisième, une quatrième, une quinzaine de couches de terre compactées comme ça, et après il attachait tout ça, il plongeait, hein, pour attacher tout bien et consolider la construction de ces jardins flottants. Et
la dernière couche extérieure, était utilisée avec des terres fertiles où ils cultivaient légumes, fruits, de tout, surtout haricots, maïs, citrouilles, hein, piments, etc. Et les aqueducs, hein, les canaux qui circulaient, hein, avec de l'eau, hein, pour humidifier la terre et cultiver le maximum de légumes de la nourriture. Aujourd'hui, regardez ici comment un agriculteur de ce quartier de la ville de Mexico, Xochimilco, est en train de travailler. Ces messieurs, ils se déplacent avec des petites barques. Et voilà. Et les champs qui sont cultivés, et les canaux, ça nous donne une idée comment la ville de Mexico était composée de cette façon. C'est-à-dire qu'il commençait sans rien. C'était un îlot qui a été utilisé comme centre de la ville où il avait cru, il avait accepté l'idée qu'il avait vu l'aigle sur un cactus, hein, figue de barbarie, symbole de la terre sacrée, selon la légende. C'était que Dieu avait promis, hein, le Dieu Huitzilopochtli, le Dieu de la guerre. La pierre du soleil, appelée incorrectement comme le calendrier aztèque, en fait, c'est une dalle en monolithe qui pèse 24 tonnes et demi, qui date de 1479. Le 6e souverain aztèque Atzayacatl a ordonné cette pierre extraordinaire. En fait, les calendriers sont marqués sur les écritures hiéroglyphiques, pas en pierre ici, c'est une pierre astronomique, cosmogonique, associée avec la légende. Au milieu, nous trouvons la divinité puissante, le soleil Tonatiuh qui est là. Cette décoration polychrome, hein, ces dessins nous montrent une approche de la réalité comme la sculpture originale en pierre basaltique était stuccée et polychromée. Les couleurs sont effacées à travers du temps, hein. Et les sculptures, les disques érodés ici, parce que cette dalle a été récupérée et trouvée dans le centre de la ville en 1790, quand la dalle était placée à l'angle d'une cathédrale, hein, dans le cœur de la ville de Mexico, quand on a eu le problème d'invasion, l'intervention de l'armée américaine en 1847, quand nous avons perdu la moitié de notre territoire mexicain, les Américains s'amusaient à cette époque-là, ces militaires, et ils tiraient au centre. C'est pour cela que le nez est tout complètement érodé, abîmé. Mais regardez, lui, le soleil est en train de montrer sa bouche ouverte, ses dents, hein, et sa langue en forme d'obsidienne d'un couteau, symbole de son besoin pour être nourri avec le sacrifice, avec le sang. Et sa chevelure, ses cheveux, jaune odoré, symbole de la puissance et l'énergie et le feu du soleil, couronné. Et les 4 carrés, symbole des 4 soleils que vous voyez là, hein, quand les êtres humains sont créés par les dieux et dévorés par les jaguars. Et après, créer de nouveau les êtres humains et dévorés et détruits par la force du vent, symbolisé par la tête d'un crocodile. Et après, une pluie de feu, la puissance du soleil qui a brûlé les habitants. Hein, les gens sont disparus. Et après, les derniers qui mouraient noyés dans la dernière ère cosmogonique, les derniers carrés que nous voyons ici. Hein. Et le 5e disque, le 5e ère cosmogonique est au centre, symbole du mouvement. Et les Aztèques, selon la mythologie, ils croyaient que le soleil allait détruire l'humanité par sa propre force, provoquant des tremblements de terre, des mouvements telluriques, des éclatements des volcans et le magma, la puissance du soleil, comme ils le voyaient. Et ils croyaient qu'il appartenait et habitait sur Terre, sur la 5e ère cosmogonique. Ils pensaient que le soleil allait détruire l'humanité. C'est pour cela qu'ils avaient cette idée de nourrir tout le temps le soleil, d'où ils pratiquaient les sacrifices humains tous les jours, comme un besoin. Alors, et c'est un disque qui est formé par 20 jours du mois
parce qu'ils avaient des semaines de 13 jours, mois de 20 jours, des siècles de 52 ans et 3 calendriers. Les calendriers solaires de 365 jours, les calendriers agricoles rituels ou religieux de 260 jours dans l'année et les calendriers vénusiens de 584 jours dans l'année. Les rayons solaires que vous voyez tout autour du disque avec des flèches colorées en rouge et jaune, comme vous voyez là, et deux serpents à son Chuicoatl, comme vous voyez là. Nous voyons les têtes ici et leur gueule ouverte. Elles montrent leurs dents, tête à tête, opposées, symbole du jour, symbole de la nuit. Elles se touchent par deux couteaux et leur langue bifide, comme vous voyez là. Et en même temps, leurs têtes de ces reptiles sont décorées avec des mi-hoyos, symbole des Pléiades, associés avec cette observation des constellations. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un calendrier, c'est un disque solaire cosmogonique, astronomique, pour faire des références. Et ces monolithes énormes en pierre basaltique ont été placés au sommet d'une pyramide, la pyramide du Soleil. Les Espagnols, après la conquête du Mexique, ont fait construire une cathédrale, la cathédrale catholique plus grande de toute l'Amérique latine. Tonatiuh, le soleil. L'astronomie des Mexicas, ces écritures hiéroglyphiques montrent les registres des observations, des constellations, des astres, les registres des mouvements, des comètes, le soleil, la lune, les lunations. Ils observaient le mouvement des astres tout le temps. Et tous ces documents marquent avec des détails cette observation minutieuse des constellations à l'œil nu. Ils passaient leur temps, tout le temps, à l'observation. Et les astronomes représentaient une partie de la haute élite. Ils étaient à côté des grands chefs de l'armée, avec les savants, les écrivains, avec les médecins, avec les chamans de la haute élite, les Kalash Winnik, comme vous voyez là. D'où la vallée de Mexico était utilisée pour observer clairement la position du soleil dans l'été, dans le printemps et l'hiver. D'où ils sont arrivés à calculer les éclipses solaires, partielles ou totales, les lunations, les équinoxes, les solstices, comme ils le voyaient. Et la ville était tellement bien organisée, elle était tellement bien protégée que ce n'était pas facile d'accéder dans la vallée de Mexico. Et on voit les volcans. L'observation astronomique était très, très importante. Les calendriers dont je vous citais tout à l'heure sont représentés là avec plein de petits dessins pour compter, pour faire des calculs mathématiques, astronomiques, selon la position, voilà, et les différents numéros qu'ils ont utilisés pour faire le calcul. Comme vous voyez, le numéro 1, 2, 3. Les 3, c'était Casa, Cali. Vous voyez, ça commençait avec Sipacli, c'est la tête d'un crocodile. Le numéro 13, comme vous le voyez ici. Olin, Acatl, Couton, mouvement, vous voyez là. Et les comptes qu'il faisait pour faire tous ces calculs. Les codex. Regardez. En particulier, le codex au centre s'appelle la matricula de Mendoza. C'est le nom du premier vice-roi envoyé par Charles Quint au XVIe siècle au Mexique. Les Espagnols ont décidé d'appeler le Mexique sous le nom de la Nouvelle-Espagne. Et Antonio de Mendoza, qui était le souverain de l'Espagne, alors a marqué la façon comme il a bien compris, comme il avait compris l'économie des Aztèques, comme les Aztèques, et marqué le paiement des tribus. Par exemple, des plumes 400, vous voyez là, des brins avaient les valeurs de numéro 20, voilà, et il notait tout type de règlement, tout type de tribus. Là, les
le contrôle des payer des impôts, la paye des impôts. Donc, vous voyez là. Dans les arts, les Aztèques, dans les sculptures, qui taillaient la pierre d'une manière extraordinaire, la représentation de serpents, la représentation de personnages de la haute littérature guerrier. Les serpents étaient très bien appréciés, la qualité et la façon de représenter le mouvement du reptile en forme de dormant ou dans une position dormante ou de les différents personnages de la société aztèque en pierre, comme vous voyez là, et les vêtements, les costumes, les jupes, les huipiles, les ponchos et la décoration, les bijoux et les pierres de sacrifice et les récipients qui étaient utilisés pour garder les offrandes en forme d'aigle et les bijoux. Et la naissance, comme ici, l'accouchement, comme ils sont représentés, l'importance de l'accouchement qui était très, très apprécié par les Aztèques. Dans les arts, les sculptures étaient décorées avec des mosaïques de turquoise qui venaient au dehors des Mésoamériques, d'Arizona, au nord du territoire mésoaméricain, et les crânes qui étaient décorés de cette manière extraordinaire avec des mosaïques de turquoise, le coquillage et l'obsidienne poli, comme vous voyez là. Le masque que Mictlantecutli acceptait comme offrande dans les croyances religieuses des Aztèques. Et là, une quantité de masques, on a quelques exemples au Mexique, mais il y a une quantité importante de ce type de masques en Europe, au British Museum, à Berlin, en Italie ou dans des collections privées. Les arts des mexicas, la poterie, les pots, les jarres, les marmites, les assiettes. Les Aztèques avaient l'habitude de décorer les corps avec la peinture corporelle. Regardez les os en argile qui étaient humidifiés avec la teinture pour marquer pas mal de dessins sur les corps. La teinture de ces pigments était obtenue des fleurs, des racines, des tubercules et des animaux aussi. Des récipients qui étaient utilisés pour garder de la teinture à l'intérieur, ici à gauche, les dindons, la dinde, les oiseaux sacrés, les colibris, et des hauts, des bas-reliefs associés avec la mythologie, avec la religion, avec la vie quotidienne. Ce sont des objets d'offrande de la chauve-souris, comme divinité méchante, avec la quantité et variété des os que les Aztèques utilisaient selon les rangs sociaux. Ça, c'est une décoration de toit de l'architecture des Aztèques associée avec la divinité de la planète Vénus, Quetzalcoatl et Quetzalcoatl. C'est la moitié d'un coquillage coupé en deux, comme vous voyez là. L'orfèvrerie, bien évidemment, que les Aztèques ont connu les métaux, l'or, l'argent, le cuivre, l'étain et les alliages de métaux. Ils n'avaient pas de mines dans la vallée de Mexico, mais comme ils ont conquis les régions où il y avait des mines, à Oaxaca, sud-ouest du territoire mexicain, les orfèvres locaux travaillaient énormément pour les Aztèques. Et les Aztèques ont appris à travailler les métaux. Et les orfèvres faisaient des travaux fantastiques, comme la cire perdue, et le martelage, la filigrane, la soudure, les laminés, les granulés, etc., pour représenter des divinités, pour faire des colliers, des pectoraux, des boucles d'oreilles, des boucles de nez, des masques funéraires, en forme de boucliers avec les flèches, comme vous voyez l'exemple, et la tête d'un aigle, symbole solaire, comme vous voyez là, et la haute lite portait ce type de bijoux pour se faire remarquer et se faire distinguer pour le reste de la population. Les Aztèques en particulier n'ont pas accepté jamais la déformation de la tête et jamais le strabisme. Ils décoraient les dents, bien évidemment, mais ils avaient des particularités, surtout l'agressivité.
C'est ça qui distinguait le groupe aztèque, le côté belliqueux, hein, l'armée, une organisation militaire extraordinaire. Il était le meilleur. Il comptait avec une armée puissante. Et regardez la quantité importante des bijoux, la qualité, hein, le travail très fin que vous voyez là, et les techniques qu'ils utilisaient. Ils étaient de très bons orfèvres. Ils ont appris des Mixtèques et Zapotèques de la région de Oaxaca. Ils sont arrivés à connaître tout. C'est-à-dire que les Aztèques arrivaient à obtenir l'influence directe de tous les artisans de la Mésoamérique. Ils sont arrivés à imiter, en fait. Mais ils ont apporté pas mal de choses dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du Mexique ancestral, mais ils dépendaient des autres. Hein, mais pour obtenir toutes les choses qu'ils voulaient, il fallait utiliser la force, les agressions, l'armée, la guerre tout le temps, la vie quotidienne. Voilà la façon de représenter les repas de tous les jours, maïs, haricots, piments, citrouilles. Voilà, ils s'installaient accroupis ou agenouillés sur un tapis tressé avec des feuilles de palmier, voilà, comme vous voyez là, associé avec les rides, joués, bien évidemment, comme vous voyez là, en mangeant des boules de maïs, le pozole, une espèce de soupe. Voilà, vous savez qu'ils prenaient au moins une douche par jour. Des fois 2 ou des fois 3 par jour, associé avec les traditions. Ils sont en train de jouer ici, sur la droite, dans la partie supérieure, cette photo. Ici, ils sont en train de manger la soupe dont je parle, associée avec le culte de la mort. Ici, il faut des échanges de produits, partie de la vie quotidienne. Ici, ils consomment des boissons alcoolisées, soit tequila, mezcal avec la chenille, ou le pulque, la boisson demi-sucrée, hein, un petit peu alcoolisée, du cœur de la racine de l'agave. Ici, le mariage que nous avons ici, vous voyez, que la belle-mère devait porter la belle-fille depuis la maison des parents de la mariée vers la maison du mari du mari. Voilà. Elle devait faire ça, la belle-mère. Elle portait la belle-fille sur son dos. C'était comme ça la tradition. Voilà. Et le sacrifice humain qui était très important pour nourrir le soleil. C'était la vie quotidienne. La coiffure de Moctezuma, le 9e souverain, c'est qu'ils avaient 9 chefs d'État, tous militaires, tous guerriers, très croyants, très religieux, très puissants. Les plumes de Quetzal qui venaient de la région maya, la couronne. L'original a été offert par Moctezuma à Hernán Cortés. Hernán Cortés envoyait la couronne du soleil au roi de l'Espagne, Charles Quint, Charles Ier, qui était l'empereur de l'Espagne, et l'empereur d'Autriche. C'est pour cela que l'original est exposé dans les musées ethnographiques de la ville de Vienne en Autriche, jamais retourné. Plus de 500 d'âge de ces plumes qui sont en mauvais état. Hein. Voilà, c'était Moctezuma pour remarquer et représenter son pouvoir. La chute de l'Empire aztèque, le présage au milieu que Moctezuma avait dit, que les étoiles allaient changer d'un mouvement et que le feu allait venir de l'Est. Il avait rêvé dans ce présage que des oiseaux énormes ou des monstres à 2 têtes allaient venir pour détruire l'humanité. Une coïncidence avec des dates. Le retour du serpent à plumes, Quetzalcoatl, le soleil. La coïncidence des Espagnols quand ils débarquent. Moctezuma avait une confusion. Il avait considéré Hernán Cortés comme le retour de Quetzalcoatl. Il avait associé les têtes du cheval et de l'espagnol avec les monstres de double tête. C'est-à-dire que Moctezuma avait accepté que Hernán Cortés
était le retour d'une divinité. C'était faux. Son frère, Cuitlahua, était mort avec une maladie amenée par les Espagnols. Le neveu, Cuauhtémoc, a tué son oncle. Une version du Mexique. Les Espagnols disent qu'eux, ils ont tué les souverains ou le propre peuple des Mexicains. Mais les Aztèques qui étaient très puissants, avec une armée très puissante, une ville de 250 000 habitants, au moins 50 000 hommes de l'armée aztèque est tombé dans les mains des Espagnols. Mais c'est la version espagnole. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Avec 20 chevaux, 550 chevaux que les Espagnols avaient, ce n'est pas possible de conquérir les Aztèques. C'est que les Aztèques étaient méchants et les Aztèques avaient des ennemis. Les ennemis de la côte du Golfe du Mexique, un groupe qui s'appelait les Totonaca, les ennemis derrière la vallée de Mexico, dans une autre vallée, Tlaxcala-Puebla, Tlaxcaltecas, ont décidé d'aider Hernán Cortés pour renforcer son armée. Hernán Cortés avait perdu la guerre au début. Hernán Cortés manifestait ses ambitions pour obtenir l'or, parce que l'or était considéré par les Aztèques comme l'excrément du soleil, l'argent comme l'excrément de la lune. Et les Espagnols ont pu déformer, fondre beaucoup de bijoux. Ils ont fait des espèces de ceintures placées au niveau de l'ange. Ils n'ont pas pu courir. Ils étaient obligés de lâcher tout et laisser tomber tout dans l'eau du lac ancien. Et ils ont perdu la guerre, la première. C'est son renfort quand ils contournent la vallée de Mexico pour obtenir l'aide. Et les autres groupes, ils ont dit, on va attaquer différemment. Qu'est-ce qu'il a fait Hernán Cortés? D'abord, il a coupé la distribution d'eau distribuée par les aqueducts. Ils ont provoqué des maladies, sans nourriture. Et après les attaques des milliers et des milliers d'autochtones qui parlaient la même langue, les Totonaca, qui se sont organisés avec les Espagnols pour renforcer son armée et provoquer la chute de l'empire le plus puissant de l'histoire du Mexique. C'est comme ça. Et nous avons ici quelques photos du centre de la ville de Mexico et où se trouvent tous ces vestiges de nos ancêtres sous les bâtiments coloniaux comme la cathédrale de la ville de Mexico, que vous voyez ici. La cathédrale, la pyramide du soleil, le palais de Moctezuma se trouve en ruine sous le palais de tous les vice-rois, 35 vice-rois qui ont gouverné le Mexique pendant 3 siècles. Les ruines du centre religieux des Aztèques ici, Temple Mayor avec un site archéologique, un nouveau musée, que nous avons là. Et ça, c'est le cœur. On parle de 16 km² où nous avons beaucoup de milliers de bâtiments, la plupart des bâtiments coloniaux qui sont construits au sommet des ruines de nos ancêtres aztèques. C'est-à-dire que la ville des Aztèques est en ruine, mais sous-sol. Au fur et à mesure, on a récupéré un petit peu. Et voilà, ça c'est la fin de cette présentation de l'histoire des Aztèques.